ont été présentés au gouvernement. Enfin, le reportage grand format de ce soir nous amène dans la ville natale du premier président de la Guinée indépendante, dont la fondation remonte au XVIIe siècle. En plus de cette histoire, Farana regorge également plusieurs têtes de source de fleuve Niger, mais l'une parmi elles se trouve dans un état inquiétant. Il s'agit de Tonkolon transformé en dépotoir d'ordures. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, immersion gouvernementale dans la région de Kankan, journée très chargée pour le ministre de l'Enseignement supérieur, Alpha Bakar Barry, et son équipe sur le site devant abriter la future université régionale de Kankan et la cité des sciences antenne locale. Sur place, le ministre Ebibi tient à la relance des travaux. Mounir Bari, Marie-Angélique Bangoura, Amara Koubasouma. Nous sommes sur le site de Fadou, situé à 25 km de la ville. Ce site de 225 hectares va bientôt abriter l'université régionale de Kankan. Des infrastructures universitaires à la pointe de la technologie seront aussi réalisées. En immersion dans la région, le ministre en charge de l'enseignement supérieur vient s'enquérir de l'état du site avant le lancement prochain des travaux de construction. L'initiative présidentielle de construction des universités régionales va commencer bientôt dans le cadre du partenariat sino-guinéen. Les deux premières universités que nous allons attaquer, c'est Kankan et l'université de Sonfonia. Mais pour une université régionale qui a des vocations de développement et qui veut accompagner la Guinée dans le cadre du programme Simandou 2040, il faut qu'on voit grand. Auparavant, la délégation ministérielle a effectué une visite au site de Bordeaux, un site de 9 hectares où les travaux entamés depuis plusieurs années traînent toujours. Sur place, le ministre annonce des travaux de grande envergure, des infrastructures qui vont abriter désormais la Cité des sciences et de l'innovation, antenne régionale. Alors, sur le site de Bordeaux, il y a déjà eu des travaux qui avaient été entamés par une entreprise au préalable qui n'a pas terminé les travaux. L'idée ici, c'est de préserver ces infrastructures qui ont commencé et de les déployer pour d'autres besoins, notamment la recherche scientifique. Et les équipes sont ici, elles vont aussi intégrer rapidement la possibilité de transformer ce site en cité des sciences et de l'innovation, antenne Kankan. La réalisation des universités régionales est une initiative présidentielle qui se matérialise progressivement sur le terrain. Les universités de Sonfonia et de Kankan constituent les premières étapes de ce projet d'envergure nationale, avec un coût global de construction de plus de 360 millions d'euros. À l'écoute des apprenants, la délégation du ministère de l'Enseignement technique dans les centres de formation professionnelle, écoles de soins de santé et école nationale de l'agriculture et de l'élevage de Kankan. Une occasion unique pour les élèves et encadreurs de mettre sur la table toutes les difficultés qui entravent la formation et l'apprentissage. Moussa Komara. C'est la toute première école de soins de santé en Guinée. Mais depuis plus de 10 ans, l'école n'a pas accueilli de nouveaux étudiants. Les infrastructures étaient vieillissantes. Les cours étaient même dispensés dans l'enceinte de l'hôpital régional. Il a fallu attendre 2024 pour que les cours reprennent après la rénovation de l'édifice par l'ONG Santé Intégrée de Kouroussa. Dans la cour, un bâtiment R+1 est encore en chantier. C'est un bienfaiteur qui a vu que nous sommes en train de travailler. Ils sont venus nous trouver. Comme vous êtes en train de travailler, c'est ce que le président veut. Donc on va vous accompagner. En évaluation des besoins en formation, la délégation du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi constate des progrès et des insuffisances au niveau du personnel encadrant et le manque de salles adéquates pour les démonstrations pratiques. À quelques encablures de là, le centre de formation professionnelle OSMI. Ici, les infrastructures répondent aux normes, mais les équipements dans les ateliers sont quasi inexistants. L'année dernière, par exemple, l'école n'a pas recruté dans les filières de la chaudronnerie, la menuiserie, la plomberie et l'électricité bâtiment. Moi, je crois que c'est ce problème de manque d'enseignants qui est à la base. Parce que franchement, c'est un problème qui se pose avec beaucoup d'acuité. À l'ENAE et au CFP de Bordeaux, le constat est le même. Les équipements pédagogiques ne répondent plus dans les ateliers, à l'image de la filière mécanique. Les programmes enseignés sont caducs.
Les outils pour les cours pratiques sont d'une autre époque. À l'école ici, les étudiants viennent avec leurs équipements. On n'a pas des équipements ici pour les étudiants. Nous travaillons avec nos équipements propres. Il va falloir que nous prenions notre disposition pour changer la donne au niveau des ateliers. Certes, il y a eu des acquis dans ce secteur, mais le défi reste encore grand pour espérer avoir des ouvriers qualifiés capables de répondre aux attentes des entreprises. Les Luma, dans l'esprit de refondation prôné par le CNRD et son président, les populations l'ont réitéré lors de la visite du conseiller personnel du chef de l'État, d'où cette mobilisation spontanée des populations pour exprimer leur reconnaissance au bienfait du général président. Younoussa Tawel Kamara. Après les villes de Koubia et de Mali, le conseiller personnel du chef de l'État continue sa tournée de sensibilisation et d'information à travers le pays profond, notamment dans les contreforts du Fouta-Djallon. Ce mercredi 19 février, les populations de l'Elouma ont réussi une véritable démonstration de force. L'Elouma a fait fort en réussissant une mobilisation sans précédent. Désormais considérée comme soutien indéfectible du général président Mamadi Doumbouya, les populations de la préfecture de l'Elouma se mobilisent pour exprimer leur soutien aux idéaux du président de la République. Au rythme du son des tam-tams et autres tambours, des citoyens venus des différents quartiers et districts de la préfecture ont fait le tour de la ville avec des pancartes sur lesquelles on peut lire « Vive le président Mamadi Doumbouya » ou encore « Doumbouya 100%. Ensuite, place aux différents discours au stade préfectoral de l'Elouma pour magnifier les acquis du CNRD. Nous, jeunes de l'Elouma, réaffirmons notre soutien indéfectible aux actions du président général Mamadi Doumbouya. Nous nous engageons à être des acteurs de développement en participant activement aux initiatives mises en place pour le progrès de notre nation. Avec le général Mamadi Doumbouya, c'est des actions concrètes pour le bien-être des populations, infrastructures et développement local. Des routes sont en construction, des écoles, des centres de santé voient le jour dans nos régions. Notre localité de l'Elouma a bénéficié pour la première fois depuis notre indépendance de 9,5 km de routes bitumées. Après avoir écouté attentivement les messages des citoyens qui ont exprimé leur reconnaissance au bienfait du président de la République, dans le cadre du développement de la préfecture, TMB a davantage galvanisé les foules déjà très motivées. Dans la matinée, le conseiller personnel du chef de l'État s'était rendu à la mosquée centrale de l'Elouma pour y transmettre à la notabilité les chaleureuses et distinguées salutations du président Mamadi Doumbouya. Nous sommes venus transmettre au stade de l'Elouma, aux femmes, aux jeunes, à toutes les populations, les distinguées et chaleureuses salutations de Monsieur le Président de la République. Nous avons justement fait passer le message tout à l'heure, message de paix, message de rassemblement, message de fraternité. Et nous disons encore une fois merci au nom du Président de la République, merci à l'Elouma. Ici, les imams ont fait des prières et bénédictions à travers la lecture du Saint-Coran pour le chef de l'État, mais aussi pour la paix et la cohésion sociale en Guinée. Nous sommes contents du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, parce que nous avons reçu ce que nous n'avons jamais reçu. Quiconque était au pouvoir, on ne l'aimait pas ici à l'Elouma. C'est la première fois que nous avons eu une part depuis 66 ans. Nous sommes contents. Nous lui donnons nos bénédictions. Que Dieu lui garde longtemps au pouvoir. Nous sommes contents du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce monde est réuni ici et pour sa cause. Nous sommes contents de recevoir la délégation du président de la République. Depuis sa prise de pouvoir, il y a 3 ans, il a pu faire ce qui n'a pas été fait depuis 66 ans. C'est l'homme qu'il faut pour ce pays. Nous voulons un homme qui travaille ce pays
pour que nos enfants aient une vie paisible. Cette manifestation de soutien aux acquis du CNRD prouve une fois de plus que le Luma adhère aux idéaux du général Mamadi Doumbouya. Avant de quitter le Luma, Kerno Mamadouba et sa suite se sont rendus dans la sous-préfecture de Sagali pour également y transmettre au vénéreux patriarche Chérif Abdul Mazid les respectueuses et cordiales salutations du chef de l'État. Sur le chemin du retour, le conseiller du président a fait escale pour voir l'état d'évolution des travaux de construction de l'hôpital de Sagali, entièrement financé par le budget national de développement. En dehors du continent et à marge du sommet des gouvernements tenu récemment à Dubaï, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a rencontré plusieurs partenaires et amis de la Guinée, des échanges fructueux qui pourraient davantage booster des projets et programmes en cours dans notre pays. Commentaire d'Aouda Tabansila. En plus de sa participation au sommet mondial des gouvernements à Dubaï, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a eu des contacts avec plusieurs partenaires au développement, notamment le Fonds OPEC, la BAD, la BADEA et l'UKF, le tout autour des projets en cours d'exécution en Guinée. Nous venons d'avoir une réunion importante avec nos partenaires qui supportent la Guinée pendant les 3 dernières années. Il y a quelques mois, nous avons signé l'accord de prêt pour la cité administrative de Coloma. Nous sommes en train de travailler avec eux pour la finalisation d'autres projets comme les lycées techniques, mais aussi les écoles secondaires, la ligne de transmission et les projets d'adduction d'eau potable pour la Guinée. Le sommet mondial des gouvernements de Dubaï pour l'édition 2025 a réuni plus de 30 chefs d'État et de gouvernement, plus de 400 ministres, 80 organisations internationales, 140 délégations gouvernementales. Celle de la Guinée repart satisfaite. Nous avons eu l'honneur de rencontrer le ministre en charge du commerce extérieur qui est vraiment enchanté, qui est prêt à accompagner la Guinée dans beaucoup de domaines. Nous partons de Dubaï vraiment satisfaits de ce que nous avons obtenu au nom du chef de l'État, son excellent le général Mamadi Doumbouya, qui nous a mandaté de venir représenter le gouvernement guinéen au sommet des gouvernements, qui est un sommet extrêmement important, qui a montré aux yeux que la Guinée est en refondation, la Guinée est en transformation pour le bénéfice de notre population. Institué depuis 2013, le sommet mondial des gouvernements est une plateforme de réflexion axée sur l'avenir, réunissant des dirigeants, des experts, des innovateurs et des entrepreneurs pour anticiper et façonner le monde. Au sein de la Grande Muette, dès sa prise de fonction, le chef d'état-major de l'armée de terre a opté pour un commandement participatif. Le général de division Abdoulaye Keïta échange avec les commandants des unités de la zone spéciale de Conakry à ligne de mire, mutualiser les forces pour jouer pleinement leur mission régalienne et renforcer la cohésion entre les unités. Adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Le bataillon spécial de Conakry, l'une des plus grandes unités d'infanterie du pays, accueille le chef d'état-major de l'armée de terre. Autour du général de division, Abdoulaye Keïta, sont réunis les commandants des grandes unités de la capitale, le président de la jeunesse du camp Alpha Yaya Diallo et les représentantes des épouses militaires. L'objectif de cette rencontre était d'échanger sur les thématiques essentielles telles que la sécurité, la bonne cohabitation et l'hygiène au sein des casernes militaires. Le camp Alpha Yaya Diallo est le point de départ de cette initiative. L'objectif saillant de cette rencontre, c'est la cohésion entre les commandants d'unité. Quand les commandants d'unité sont unis, les éléments des unités seront unis. Ça les rend plus forts et l'exécution des missions qui nous a été confiées par la hiérarchie militaire sera facile à exécuter. Au cours de cette rencontre, les participants ont tour à tour apporté leur contribution afin de circonscrire ces phénomènes, renforcer la sécurité et encourager le vivre ensemble. Le fait de créer un canevas de communication entre toutes les unités et en même temps les civils qui habitent les garnisons militaires pour entreprendre
des initiatives afin de pallier aux mesures de sécurité et de salubrité concernant ces garnisons militaires. Vraiment, c'est une idée salutaire. Nous sommes vraiment réjouis par rapport aux différentes thématiques qui ont été débattues. Nous encourageons et nous apprécions à plus d'un titre. Elle a de l'utilité pour l'ensemble de nous qui commandons aujourd'hui et même pour le commandement du futur. C'est une très belle initiative. Ça permet le chef d'être proche de sa troupe et partager la vie de la troupe, connaître les difficultés et trouver une solution ensemble. Le chef d'état-major de l'armée de terre s'est réjoui de l'engagement des uns et des autres avant d'annoncer les prochaines étapes. La prochaine fois, nous allons nous retrouver tous au camp Al-Faya ici pour engager un nettoyage. Toutes les unités viendront ici dans l'intérêt de tous ceux qui y vivent. Ces retrouvailles ont aussi été marquées par un partage du repas de corps, signe de fraternité entre les frères d'armes et de cohésion entre les commandants d'unité, le tout couronné par une prestation du Boiro Band et du ballet des armées. Dans l'actualité également, Conakry Mall a sauvé un centre d'affaires jamais réalisé en Guinée. C'est un projet du gouvernement financé par Guy Copresse BTP et sa filiale Kakandé Imo qui exécute les travaux. Le projet, ses différentes composantes ont été présentées au gouvernement. C'était lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Abakar Junior Kamara. Conakry Mall est un projet innovant dans le paysage économique et immobilier de la Guinée. Un domaine de 83 200 m² est mis à la disposition de Kakandé Imo pour réaliser ce méga projet. Ce mercredi 19 février 2025, le projet est présenté au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat avec toutes ses composantes. Classé dans le BOT, ce projet permettra de doter le pays d'un centre d'affaires digne de nom. C'est un immense chantier. C'est une construction qui se bâtit rien qu'en termes de surface exploitable sur 58 000 m². En termes de technicité, vous avez dû constater, nous avons ici des travaux à réaliser, notamment un mur de soutènement de 12 mètres de haut, avec une largeur de 1 mètre. Un hypermarché, un espace bien-être, un espace de loisirs, un espace de jeux, des salles de cinéma, un aquarium, un aménagement paysager, une station-service sont entre autres composantes de ce projet. Une volonté politique du président de la République dans sa politique de refondation. Nous notons quand même ici assez d'avancement en termes de qualité des travaux, mais également de respect des cahiers de charges, mais aussi sur la question de façon globale de normes. Nous constatons une grande amélioration et nous exhortons l'entreprise Kakandé Immobilier et ses partenaires sous-traitants à davantage redoubler d'efforts. Conakry Mall est un projet d'envergure qui va créer plus de 1500 emplois dans sa phase de réalisation et d'exploitation. Kakandé Imo réaffirme son engagement d'accompagner l'État pour la construction d'une Guinée qui attire et qui retient. Les agents de défense et de sécurité de l'AB viennent de bénéficier d'une séance d'information et de sensibilisation sur la résolution 1325 Femmes, Paix et Sécurité, une activité tenue dans la préfecture de l'AB, l'initiative du ministère de la Promotion féminine sur financement de l'ONG CARE International. Sona Sagno commente les images de Sarah Foudine Diallo. La résolution 1325 repose sur des piliers comme le rôle des femmes dans la prévention des conflits, la participation de la femme à la consolidation de la paix, la protection des femmes et filles pendant et après les conflits et leurs besoins spécifiques lors du rapatriement et de la réinstallation. Au camp El Hadj Omar Tall, les hommes en uniforme ont été outillés sur cette résolution qui met en avant la femme. Je suis satisfaite du déroulé de cette journée de sensibilisation sur la résolution 1325 Femmes, Paix et Sécurité et connexes. Tous les participants ont démontré, c'est-à-dire que leur volonté est vraiment d'apprendre et de savoir qu'est-ce que c'est que cette résolution 1325. La résolution 1325, Femmes, Paix et Sécurité, adoptée en 2000 par les Nations Unies, demeure un outil de protection et d'engagement de la femme dans le maintien de la paix et la sécurité. La résolution 1325 implique la femme pour qu'elle se considère désormais membre
ou actrice principale dans le cadre du maintien de la paix lors des missions onusiennes dans les différents pays en conflit. Et nous demandons aux organisateurs à ce que cette formation-là ou cette sensibilisation-là soit pérenne. On prend l'engagement aujourd'hui, à partir de l'instant où on a suivi cette sensibilisation, d'être parmi les gens, parmi les hommes, d'intervenir parmi les hommes et puis de maintenir la paix. Cette campagne d'information et de sensibilisation des agents de défense et de sécurité sur la résolution 1325 est une initiative du gouvernement guinéen à travers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables sur financement de CARE International. Comment lutter contre l'insuivisme dans la circulation routière? La question interpelle les techniciens de l'agence guinéenne de la sécurité routière. Et pour faire face à la réalité, ils viennent d'entamer une campagne d'installation des panneaux et de signalisation, mais surtout de sensibilisation sur le respect du code de la route. Mamadou Saliouba. Des stationnements anarchiques, des embouteillages ça et là, c'est la triste réalité de la circulation routière à Conakry, une réalité prise au sérieux par l'agence guinéenne de la sécurité routière. Pour mettre de l'ordre dans le trafic, les techniciens de la Guisère installent des panneaux de signalisation au grand carrefour de la capitale. Nos usagers, jusque maintenant, la plupart d'entre eux ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi le panneau. C'est pour ça qu'on fait les sensibilisations pour les dire que le panneau est votre référence sur la route. C'est votre guide. C'est lui qui vous informe. C'est lui qui vous informe sur les dangers, sur les dispositions à prendre. En collaboration avec la police, l'agence guinéenne de la sécurité routière compte intensifier les actions pour lutter contre l'incivisme dans la circulation routière, mais aussi réduire les risques d'accident. La présence des panneaux prouve que la route parle. Pour quelqu'un qui sait lire et qui sait traduire la signification de ces panneaux, dès qu'il voit, il sait que ça c'est un sens interdit, c'est un stationnement interdit, c'est une priorité, c'est une obligation. Parallèlement à l'installation des panneaux de signalisation, l'agence guinéenne de la sécurité routière sensibilise les usagers pour le respect des codes de la route. C'est parti pour le forum d'Émergence Magazine. C'est le forum qui récompense les grands acteurs de l'économie nationale. Cette année, le thème est d'actualité. Vision Simandou 2040, les enjeux de l'économie guinéenne, les enjeux pour l'économie guinéenne. Pendant 2 jours, des panels portant sur le thème vont être animés. On fait le point tout de suite avec Alpha Isiagaba. Le programme Simandou 2040 au cœur de la 3e édition du forum d'Émergence Magazine. C'est l'événement qui récompense les meilleurs acteurs de l'économie guinéenne. Pendant 2 jours, ces acteurs vont échanger sur les grands enjeux de l'économie. Simandou symbolise une opportunité unique de transformer notre économie, de créer des emplois, de moderniser nos infrastructures et de positionner la Guinée comme un acteur clé dans l'économie nationale. Ce forum n'est pas une simple tribune de discussion, mais un espace de co-construction et d'action concrète. Les ateliers thématiques, les panels d'experts et les tables rondes aboutiront à des recommandations pratiques qui seront consignées dans un livre blanc. À ce forum, plusieurs panels sont animés. Ils portent essentiellement sur plusieurs secteurs d'activité de l'économie nationale. Simandou 2040 est surtout le sujet majeur de ce forum. Le gouvernement attend de ce forum un document qui lui permettra de rehausser le niveau des données qui vont alimenter, bien entendu, le programme pour que dans les 15 prochaines années, notre pays pourra connaître une véritable émergence, tant sur le plan social, économique que politique. Vision Simandou 2040, les enjeux pour l'économie guinéenne, c'est le thème retenu cette année. À l'origine de cette initiative, Émergence Magazine Award. À présent, cette bonne nouvelle pour le panier de la ménagère, un protocole d'accord est signé entre les acteurs du commerce. D'autres points sont annoncés concernant la réduction du prix des denrées de large consommation. Explication, lancée Kamisoko.
Par ce acte, les acteurs du commerce s'engagent à approvisionner le marché national en denrées de première nécessité à un prix abordable. Ce présent accord prévoit la baisse considérable des prix à compter de ces jours solennels de signature. Une volonté qui s'inscrit dans la dynamique de la politique du gouvernement visant à alléger le panier de la ménagère. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons eu un aboutissement. Et cet aboutissement, c'est l'esprit du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui tient à sa population, qui préfère perdre de l'argent à travers la douane, les taxes qu'on impose aux importateurs pour que la population soit satisfaite. La douane contribue à hauteur de milliards de francs guinéens qui ont été concédés par l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le ministère du Budget, à travers le gouvernement, pour faciliter, n'est-ce pas, l'importation des denrées de première nécessité afin de soulager le panier de la ménagère. C'est quelque chose à saluer, c'est quelque chose à encourager. D'autant plus que c'est là l'aspect social de la vision de M. le Président de la République qui se concrétise. Ce protocole d'accord portant sur l'approvisionnement du marché national en denrées alimentaires à un prix abordable engage tous les acteurs majeurs. Il revient donc à la Chambre de commerce, à la douane et à la Direction nationale du commerce intérieur de veiller au respect des clauses. Toute personne, tout économique, qui se fera prendre, qui va aller vendre le riz au-delà de ce prix, il va payer les frais de toute la subvention que l'État avait cédée. Donc il n'y aura pas d'excuses dedans et il n'y aura pas de favoritisme dedans. Nous sommes prêts à veiller au respect scrupuleux, effectivement, de ce protocole d'accord qui définit les prix des denrées de première nécessité en République de Guinée. Ce protocole traduit l'engagement de Madame la ministre du Commerce, Dr Diaka Sidibé, qui effectivement soutient la vision du chef de l'État, qui est le bien-être de la population. Valable jusqu'au 30 juin prochain, ce protocole d'accord est le fruit des échanges entre le secteur privé, le ministère du Budget et celui du commerce, d'industrie et des PME. Lancement officiel du cabinet international d'appui et de conseil. C'est une plateforme de promotion du climat des affaires portée par des acteurs locaux. Le CIAC compte aussi apporter son expertise aux entrepreneurs guinéens. Alpha Siagaba. Face aux acteurs du secteur privé, plusieurs panels liés à l'économie et à la transparence sont animés. C'est le lancement officiel du cabinet international d'appui et de conseil. L'outil vient améliorer le climat des affaires. Pas seulement, le CIAC soutient la politique de refondation dans la lutte contre la corruption. Le CIAC, ou le cabinet international d'appui et de conseil, est créé dans le souci de contribuer non à l'amélioration des indicateurs de performance de l'économie nationale, en servant de charnière entre les opérateurs économiques et l'administration centrale, mais aussi d'apporter un accompagnement stratégique et personnalisé aux entreprises, institutions et individus en quête de solutions efficaces et adaptées à leurs besoins. Le cabinet international d'appui et de conseil est composé de fins connaisseurs de l'administration. La mise en œuvre de ces activités apporte assistance aux entrepreneurs, aux opérateurs économiques de la Guinée et de l'étranger. Avec les nouvelles orientations de Simandou 2040, dans les perspectives de l'ensemble de tous les investisseurs qui cherchent à rallier vers la Guinée, je pense que la mise en place, la création de ce cabinet, je peux le dire, sous le contrôle de mes collaborateurs de la Chambre de commerce, nous sommes l'un des premiers à apprécier la création de ce cabinet. Le cabinet international d'appui et de conseil exerce dans plusieurs secteurs d'activité. Il s'agit entre autres des mines, du commerce, de l'industrie, des BTP et des travaux publics. Pour réduire la pollution en Guinée, une lettre de la ministre de l'Environnement et du Développement durable est diffusée à l'intention des entités industrielles. La commission chargée de la promotion des audits environnementaux s'apprête à vulgariser le contenu de ce document sur le terrain. Makeme Donzo. L'audit environnemental et social fait partie du système d'évaluation environnementale introduit dans la réglementation de notre pays à travers le Code de l'environnement actualisé en 2023.
Pour vulgariser le contenu, la ministre de l'Environnement met à la disposition des entreprises et projets une lettre sur les exigences de la Commission d'audit environnemental et social. Ce courrier sera suivi d'une série de communications visant à sensibiliser, à informer et à montrer à qui de droit et aux parties prenantes l'engagement du ministère de l'Environnement à les accompagner pour se conformer à l'utilisation de cet outil. On leur demande de façon très claire si elles disposent d'un PGS. Chaque 3 ans, ils doivent actualiser leur PGS. Si c'est une autorisation environnementale qui leur a été délivrée, elles doivent savoir que chaque 5 ans, elles doivent réaliser un audit pour se mettre en conformité en actualisant leur PGS. L'audit, qui par ailleurs fait la promotion des contribuables, a besoin d'une communication en vue d'inciter les acteurs à adhérer. En tant qu'outil de gestion, ça peut leur permettre de mieux aussi gérer leurs entreprises, notamment en ce qui concerne les ressources naturelles, par exemple l'utilisation de l'énergie. En faisant un audit, on peut détecter que l'entreprise a des problèmes de surconsommation. L'audit aussi permet à l'entreprise de se protéger. Parce que si l'entreprise émet des nuisances et que ses voisins ne sont pas d'accord, ils peuvent donc créer des mouvements qui peuvent perturber les activités de l'entreprise. C'est un courrier adressé à toutes les entreprises. Ça veut dire que c'est une obligation. Donc, il faut que ces entreprises, à partir du 30 avril 2025, ces entreprises sont obligées de se soumettre à l'audit environnemental et social. Cet appel est fondamental pour la protection de l'environnement et des personnes. Il concerne des entités qui ne sont pas conformes à l'arrêté 1595 relatif à l'audit environnemental et social. Désormais, les acteurs du monde rural disposent des lois d'orientation, du code pastoral et celui de l'élevage, des outils indispensables à l'augmentation de la production et du revenu des éleveurs, mais surtout une étape cruciale pour mettre fin à l'épineux conflit agriculteurs-éleveurs dans les zones rurales. La présentation de ces textes à Dalaba a fait l'objet d'une concertation entre autorités locales et acteurs du secteur. RTG Mamou, Mamadou Pati Baldé. Les acteurs du monde rural se retrouvent depuis ce matin ici à Dalaba. Venus des différents quartiers de la commune urbaine, ils se concertent autour des lois d'orientation agricole, le code pastoral et le code de l'élevage. Des documents dont l'impact est d'accompagner les producteurs à valoriser le potentiel agricole. La loi d'orientation agricole déjà, elle permet de mieux situer sur tout le cheminement, tout le processus de l'agriculture. En plus des 2 codes, le code d'élevage et le code agropastoral, et la connaissance de ces différents codes vont vraiment permettre de préparer la population agricole en prélude de grands projets Simandou qui vient, où l'agriculture est prioritaire, donc de les préparer à arriver à un certain level pour pouvoir répondre aux enjeux de l'agriculture. Ces documents élaborés par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage permettront aux producteurs d'avoir des références sur comment exploiter les domaines agropastoraux existants en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce code réglemente le mouvement des animaux, compte sur ces ressources naturelles. Donc la compétition des ressources naturelles fait qu'on est obligé d'avoir un code qui puisse conduire les éleveurs pour avoir accès aux ressources naturelles. À travers l'organisation de ces différents ateliers, je pense que l'appropriation pourra être là et chacun pourra être outillé pour que vraiment qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. Quant à nous, autorités, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner les efforts de l'État par rapport à cette vulgarisation. Après la commune urbaine, la mission s'est également rendue dans toutes les collectivités de Dalaba. Partout, elle a procédé à la vulgarisation de ces textes et lois à toutes les parties prenantes en vue de mieux soutenir sur le contenu de ces documents. Amélioration de la qualité des données de santé, renforcement du système d'enregistrement des causes de mortalité en Guinée. C'est l'une des préoccupations de la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition. Elle est accompagnée dans cette croisade par le Fonds français dénommé Muskoka à travers l'Organisation mondiale de la santé. Abraham Christophe Conté.
Selon les spécialistes, le renforcement du système de santé passe par une meilleure qualification des données épidémiologiques et des stratégies sanitaires. C'est dans cette optique que les experts de la santé sont à l'école de la CIM 11. L'idée est de doter les formateurs les compétences requises pour assurer une meilleure application de cette classification, comme le diagnostic des causes de décès. Si nous voulons effectivement mettre fin aux décès qui sont considérés évitables, il faut savoir de quoi les gens meurent. Et cet atelier va nous permettre d'élaborer des outils qui vont nous permettre désormais de trouver ces causes de décès et de prendre des décisions sur des bases fiables et mettre en place des stratégies qui nous permettront d'améliorer nos interventions. La CIM 11 apporte des améliorations significatives aux versions précédentes avec une meilleure prise en charge des maladies. L'OMS assure le lead au niveau des pays à travers une orientation qu'on fait d'abord aux pays pour qu'ils puissent adhérer au processus. Et une fois que l'adhésion est faite, l'OMS accompagne les États à adapter et adopter les outils, notamment la CIM 11, à renforcer les capacités et à apporter un soutien au suivi de l'ensemble du mécanisme. Pendant 3 jours, les participants vont s'approprier les nouvelles recommandations de l'OMS et échanger sur les meilleures pratiques à adopter. Une démarche qui met en avant l'impact positif de cette formation sur la qualité des stratégies sanitaires en Guinée. Et puis le reportage grand format de ce soir nous amène dans la ville natale du premier président de la Guinée indépendante dont la fondation remonte au XVIIe siècle. En plus de cette histoire, Farana regorge également de plusieurs rivières qui constituent les têtes de source du fleuve Niger, mais l'une parmi elles se trouve dans un état inquiétant. Il s'agit de la Tonkolonko. Elle est transformée en un dépotoir d'ordures. Notre équipe basé dans la région tire la sonnette d'alarme. Images et témoignages avec Ibrahima Oulem Fofana. Farana, la ville qui a vu naître le premier président guinéen Fiamer Sékou Touré. Cette localité regorge la tête de source du fleuve Niger. La préfecture est qualifiée de cosmopolite parce qu'elle regroupe 3 grandes communautés, à savoir les Sankaranka, les Dialonki et les Kouranko. L'histoire de Farana est liée à sa fondation. Cette ville est certes ancienne, mais l'honorable El Haj Lansana Brian Kamara, un des sages du vestibule de Farana, a encore une mémoire fraîche sur la signification du nom Farana. Farana a été fondé par notre aïeul Nonofode Oulare, qui appartient au clan Tinimononko, parmi les 8 clans de Oularedou. Pour la première fois, l'aïeul s'est installé à Balandou, sur les bords de la rivière Funkama, actuel site de l'Institut supérieur agronomique de Farana. Là, il a fait venir un paysan du nom de Farah, qui pratiquait les cultures maraîchères et céréalières. Les produits de ses récoltes étaient vendus par sa mère aux populations environnantes, qui disaient, pour effectuer leur achat, se rendre chez la mère de Farah. En malinké, se traduit par Farah Nabara. C'est la contraction donc de cette expression qui a donné Farana. Dans la ville de Farana, le quartier le plus célèbre est Tonkolonko. Le nom de ce grand quartier est venu de cette rivière, un affluent du fleuve Niger, aujourd'hui méconnaissable, sous l'effet des actions anthropiques. La rivière Tonkolonko a un rapport avec la fondation de la ville de Farana. Selon les oracles, un tourbillon serait venu de la rivière Tonkolonko. Tonkolonko, ça signifie la rivière du tourbillon. Donc, un tourbillon serait venu décoiffer la case de l'aïeul pour venir la déposer à quelques encablures du lac Toro. La rivière Tonkolonko abritait la première fontaine de Farana, là où la population allait puiser de l'eau. Le colon veillait sur cette fontaine-là comme sur la prunelle de ses yeux. Dans la ville de Farana, on y trouve un autre élément. Il est non seulement culturel, mais aussi mystérieux.
C'est le lac Toro qui incarne des valeurs traditionnelles et protégées par les anciens. L'histoire de cet écosystème est aussi liée à la fondation de la capitale de Sankara. Pour ce qui est du lac Toro, c'était un lac sacré qui appartenait à la famille de Nonofodé. Là, les gens effectuaient la pêche. Les gens sur les bords allaient invoquer les génies du lac, puisque la religion n'était pas encore arrivée, pour qui avoir des enfants, ou bien qui avoir de la richesse, etc., etc. On offrait même des sacrifices là. Et même, il y a une rivière qui est là, du nom de Sirkuleni, représente beaucoup pour les Franaka. Aujourd'hui, le lac Toro souffre des effets néfastes de l'homme, mais il continue de résister, car chaque année, son barbotage fait l'objet des rituels comme avant. C'est le cas de l'an 2024, où les festivités ont été dirigées par le Soutikomo Douti Ben Oulare. Toute l'année, et la pêche était toujours abondante. De telle sorte que cette mare était finalement appelée la mare nourricière. Ça, c'est connu de tout le monde. Et c'est cette mare qui entretenait nos mœurs et coutumes. Le fleuve Niger, qui traverse 9 pays, prend sa source à Bakando, dans la sous-préfecture de Kobikoro. Des efforts, certes, ont été fournis pour sa restauration, mais des actions anthropiques contre ce cours d'eau se développent chaque jour. Toutes choses qui devraient interpeller les autorités compétentes afin de sauver l'environnement. À Farana. Célébration de la journée mondiale du pangolin à Macenta, plus précisément dans la sous-préfecture de Fassakoni. C'est une initiative de l'ONG Faune and Flora et le ministère de l'Environnement. Les communautés riveraines sont sensibilisées sur les dangers liés à la préservation de cette espèce en voie de disparition. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. Comme chaque année, l'humanité célèbre le mois de février la journée internationale du pangolin. Placée cette année sous le thème héritage des jeunes pour la conservation des pangolins, la commémoration de cette journée, organisée par Fauna et Flora en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, se tient à Fassankoni dans la préfecture de Macenta. On s'est rendu compte qu'à Ziama, le pangolin est vraiment commercialisé et les pangolins sont menacés. Mais à cause de son état, les gens ignorent sa protection du fait qu'il est petit. Alors des communautés ont été informées comme quoi que le pangolin a le même statut que les éléphants. Donc c'est le lieu d'interpeller les communautés, l'opinion nationale, que nous sommes en train d'agir en faveur de la protection des éléments au sein des communautés locales. Jouant un rôle primordial dans l'équilibre écologique à travers son alimentation, le pangolin figure aujourd'hui parmi les espèces animales menacées de disparition. Sa préservation doit donc être une affaire de tous, d'où l'appel à l'engagement de chacun dans la chaîne de protection du patrimoine faunique et floristique de notre pays. Nous avons eu cette cérémonie dans ma sous-préfecture aujourd'hui. Vraiment, je suis content. Et tous ceux qui ont dit au nom de ce du pangolin, vraiment on a bien compris, on va les réserver. Il n'y aura pas de tolérance pour quiconque allait vraiment à l'encontre de cette loi. C'est pourquoi, qu'ils soient des chercheurs, qu'ils soient peut-être la deuxième, c'est-à-dire ceux qui achètent avec ces chercheurs-là, ou ceux qui font le trafic à travers la frontière, c'est de leur dire d'abandonner ça. Célébrer le 3e samedi du mois de février, cette journée est mise à profit par Fauna and Flora pour expliquer aux communautés riveraines de la biosphère de Ziama les dangers de la chasse et du commerce illégal de cette espèce inoffensive de nos jours en voie de disparition. Le rapport national sur les acquis des 30 ans de Béchine vient d'être validé à Conakry. Un document sera présenté par notre pays lors de la 69e session des Nations Unies sur les conditions de la femme. La validation du document a connu la participation des responsables genre et équité des départements concernés. Mohamed De Camara. Ces femmes, toutes chefs de service genre et équité, elles contribuent activement au rayonnement des questions du genre dans les départements sectoriels. À cette rencontre, ces dames participent ici, aux côtés du département de la promotion féminine et ses partenaires, à la validation du rapport national sur les acquis des 30 ans
du Beijing. Ce rapport est le reflet de tout ce qui est accompagnement, de tout ce qui est acquis du ministère en faveur du genre, en faveur surtout des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables. En termes d'accompagnement, c'est-à-dire renforcement de capacité, accès au crédit, accès au foncier, en termes de projets initiés au sein du département et les autres sectoriels. Si vous parcourez les 12 points critiques de cette plateforme-là, vous allez trouver que tous les départements sectoriels sont impliqués. Chacun a son mot à dire. Donc, dans ce sens, s'il y a la proposition du premier draft du rapport, il serait important de convoquer tous les chefs de service genre et équité pour que chacun arrive à voir s'il se retrouve dans le rapport. Ce document aborde l'amélioration des conditions de vie des femmes guinéennes. Une fois validé pendant cette rencontre, le document sera présenté à la 69e session des Nations Unies, prévue dans quelques jours à New York. Participer à cet atelier, ça va nous permettre vraiment de savoir les progrès que le pays est en train de faire et de voir aussi comment est-ce qu'on peut mieux accompagner la Guinée pour les années à venir. La valeur ajoutée que nous voulons donner, c'est que nous voulons avoir un rapport qui permet de traduire effectivement ce qui a été fait dans le pays, mais qui reste dans l'imaginaire comme la Guinée est un pays qui respecte les engagements internationaux. Dans les 12 points critiques du Beijing, plusieurs seront relevés, notamment ceux liés à l'environnement, au dérèglement climatique et les violences basées sur le genre. AFRIA, le collectif des femmes, adhère aux initiatives de développement des autorités de la transition à travers une journée de résistance et de reconnaissance. Ils ont réitéré cet engagement réuni au sein des mouvements. Elles prônent la paix et le vivre ensemble. Marwan Kamara. La ville de Dalumine vibre au rythme d'une manifestation de réjouissance en faveur du CNRD dans une atmosphère empreinte de ferveur populaire. Un rassemblement managé par le mouvement Friafi Wamali à la Guinée-Mali, principale motivation des membres du mouvement réitère leur soutien aux actions entreprises par le gouvernement pour le décollage rapide de la Guinée. Nous tenons vivement à saluer les efforts de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, qui se matérialise en termes d'acquis depuis l'avènement du CNRD par l'accompagnement de 5 groupements féminins à hauteur de 50 millions chacun dans le cadre de l'autonomisation des femmes. La mise en place du Conseil national des femmes et filles de Guinée dans la préfecture de Fria. La régularisation de la situation des veuves des travailleurs de Russal Frigia. Initié par le collectif des femmes de Fria, l'événement a mobilisé les cadres préfectoraux et communaux ainsi que des groupements de femmes venus de la commune et des districts de Fria. Un engagement indéfectible pour tous les Friakas afin d'encourager les autorités à multiplier les actions d'autonomisation en faveur des femmes. Le général Mamadi Doumbouya est un président qui doit être soutenu, qui doit être encouragé, qui doit être accompagné. Car toute la Guinée voit sa vision d'un président de paix et un président de développement. Les femmes de Fria, en un mot, toute la population de Fria, aujourd'hui, se trouve derrière le président de la République pour l'accompagner dans ses idéaux de rénovation, de refondation de notre pays. Ce moment de communion a aussi permis de sensibiliser pour la préservation de la paix et de l'entente entre les filles et fils pour le développement harmonieux du Fria. Mobilisation également à Koundiana, préfecture de Mandiana sur place. Les actions du CNRD et son président général Mamadi Doumbouya sont célébrées. Images et commentaires. Sakodougou est un district de Koundian dans la préfecture de Mandiana. Ici, les actions de développement enclenchées par le président de la République sont reconnues par les populations à la base. Autour du livre saint, des prières sont formulées pour la paix et l'unité nationale en Guinée, mais surtout la réussite de la transition. Cette journée est une occasion mémorable où nous nous sommes retrouvés ici pour exprimer notre engagement et notre reconnaissance envers les actions du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya et le CNRD.
Ce lundi est un jour béni pour implorer le Tout-Puissant Allah, sa bénédiction et sa protection sur la population de Sakodougou-Koundian. Nous venons assister à la cérémonie de lecture du Saint-Coran et de sacrifice organisée par l'ONG Benkadi Sakodougou-Koundian à l'actif de tous les résidents et ressortissants pour la paix, la quiétude sociale et surtout pour la santé de notre président. L'achèvement des travaux de construction du centre de santé amélioré, les travaux d'aménagement de la plaine agricole de Koundian sont entre autres plaidoiries des populations de Sakodougou. Les résultats attendus, c'est la cohésion, la paix et soutenir aussi le président de la République dans ses différentes actions, qui va nous aider à achever notre centre de santé amélioré qui est en arrêt depuis 2017 et l'assurance aussi de la plaine agricole de Sakodougou-Koundian. Toujours prôner la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et on prie Dieu que le président Mamadi Doumbouya, Dieu peut les aider pour qu'il y ait la calme dans ce pays-là et à le développement, ce qui est bon pour nous tous. L'unité, la solidarité et l'entraide entre les fils résidents et ressortissants de Koundian est le souhait formulé par la notabilité de Sakodougou. Enfin, page noire et l'âge dans sa cantine et plus. Ce voyant administrateur a reçu tous les honneurs dus à son rang lors d'un symposium qui s'est tenu à l'hôpital de l'amitié chino-guinéenne. Plusieurs personnalités au cadre étaient aux côtés de la famille pour des témoignages et marques de compassion. Le film de la cérémonie avec Abakar Djabi. C'était un mardi triste pour la famille, les collaborateurs et amis de l'âge dans sa cantine. À l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, un symposium est organisé pour rendre un dernier hommage à l'homme qui a consacré toute sa vie au service de la nation. Un vaillant administrateur territorial, Elhadj Dansa Kanté fut un modèle d'altruisme pour ceux et celles qui l'ont côtoyé. Nous tous réunis ici, chacun de nous a un message intime, une pensée personnelle qu'il a partagée avec lui. Il est le maître de beaucoup de personnes. Dans son humilité, dans son combat intime, c'est quelqu'un qui a servi la République. Je connais Dansa. En ma qualité de ministre, je connais Dansa. En ma qualité de politicien, seul Dansa m'appelait le lion. Paix à l'âme de Dansa. Un moment de témoignage plus empreint d'émotion. Sous tous les visages se lit la tristesse suite à la disparition de cet homme qui fut le gouverneur de la région de Boké, sous-général Lansana Conté, préfet de Koundara, Kankan, Koubia, entre autres. Je suis attristé et infligé par sa mort, mais je suis honoré par la présence de toutes ces personnalités qui sont là. La plus grande richesse qu'il a eue au-delà de sa carrière administrative, c'est les relations qu'il s'est construites. Il s'est laissé des relations et nous sommes fiers de savoir que ces relations sont là aujourd'hui. Un conseiller pour tout le monde, un guide pour tout le monde, bien qu'ayant une voix de stentor métallique, il exprimait cette puissante voix avec autant d'amabilité, autant de bonne foi, autant d'humilité, si bien que son message passait et était assimilable par chacun. À cette occasion, plusieurs messages sur les bienfaisances d'Elhadj Dansa Kanté sont rappelés. L'homme incarnait plusieurs valeurs sociales. Il s'en est allé en laissant derrière lui 2 épouses et 10 enfants. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 4